historique qui permet un petit peu de voir pour quelles raisons l'agence d'urbanisme travaille sur les questions de santé. Alors, la santé et l'urbanisme ont longtemps été liés. Leur histoire est commune et débute environ au début du XVIIIe siècle avec la question de la gestion des déchets et de la propreté urbaine. Ensuite, c'est le développement des politiques de salubrité publique qui ont été menées au XIXe siècle, qui avaient pour but de lutter contre l'insalubrité, les miasmes et empêcher les épidémies. On peut penser notamment aux épidémies de peste et de choléra de proliférer. Donc, c'est de cette manière que l'urbanisme hygiéniste a entre autres réduit la densité du bâti, développé les égouts, aéré le tissu urbain. Or, si donc les documents qui parlent aujourd'hui de santé publique et ceux qui ont en charge l'aménagement et le droit des sols ont la même origine historique, ils sont depuis environ le début du XXe siècle cloisonnés. L'urbanisme tendant à oublier ses finalités de justice sociale et de santé publique pour être plus dans une logique de fonctionnalisme et de planification, alors que la médecine moderne, elle, s'est orientée vers le tout curatif. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la croissance des maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, les problèmes de santé mentale, le diabète, etc., les spécialistes en santé publique s'accordent sur le fait que la médecine curative seule ne peut pas être une solution et qu'il est nécessaire de créer une nouvelle relation entre médecine environnementale et urbanisme durable. Alors, pour y parvenir, on a besoin d'envisager une conception globale de la santé pour pouvoir permettre cette nouvelle approche. Donc, celle-ci s'appuie sur la notion de déterminant de santé. Un déterminant de santé, il s'agit d'un ou plusieurs facteurs qui influencent l'état de santé d'une population. On a à la fois des facteurs individuels, ça va être l'âge, le sexe, le comportement, les habitudes de vie. Les facteurs socio-économiques, ça va être l'accès au logement, à l'emploi, à l'éducation. Les facteurs environnementaux, c'est la qualité de l'air, l'eau, l'environnement sonore, mais également les facteurs politiques, c'est-à-dire les politiques qui sont mises en place en lien avec l'habitat, les transports. C'est donc une approche globale qui ne prend pas seulement en compte les déterminants individuels, c'est-à-dire la biologie et les comportements, mais vraiment une approche qui prend en compte l'ensemble de l'individu dans son environnement, dans son milieu de vie. Cette approche, elle fait écho à la définition de la santé selon l'OMS. C'est vrai que l'OMS a défini dans sa constitution en 1946 que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on est bien sur une approche très globale. Aujourd'hui, on a différentes études qui ont été menées sur les questions des facteurs d'influence sur la santé. Alors, les chiffres peuvent varier, mais globalement, il est admis que finalement, les soins médicaux ne comptent que 10 à 15% sur la santé d'un individu. Les prédispositions génétiques de l'ordre de 20 à 25%. Et les conditions environnementales, les conditions socio-économiques et le style de vie influencent de l'ordre de 60 à 70% la santé de l'individu. Donc, on se rend compte que même si les questions de l'accès aux soins et de promotion de la santé sont importantes et doivent être soutenues, notre santé est fortement liée à notre environnement et à notre cadre de vie et nécessite donc une approche vraiment globale. Maintenant que je vous ai fait cette petite introduction, je vais enchaîner sur la question de l'état de santé de la population du Dunkerquois. Alors c'est vrai que l'état de santé de la population sur le territoire est plutôt préoccupante. En santé publique, il est admis que l'état de santé d'une population peut être approché au travers de l'analyse de la mortalité, même si celle-ci ne renseigne pas forcément sur les pathologies à l'origine du décès. Ça permet quand même d'avoir un peu une idée de la situation. Donc, dans le cadre du diagnostic qui a été réalisé pour la révision du SCOT de la région Flandre-Dunkerque, on s'est intéressé à l'époque aux chiffres de l'Observatoire régional de santé du Nord-Pas-de-Calais, et notamment sur l'indice comparé de mortalité.
donc ICM. Donc l'indice comparé de mortalité, c'est le rapport entre le nombre de décès et le nombre de décès attendus dans une population observée si par classe d'âge, le taux de décès était similaire à celui d'une population de référence. Ici, en l'occurrence, c'est la France. Pour résumer, en gros, si on a un indice supérieur à 100, c'est qu'on a une surmortalité par rapport à ce qui est observé à l'échelle de la population française. Donc, par rapport à la mortalité observée pour les deux sexes entre 2008 et 2011, on voit que sur le territoire du SCOT Flandre-Dunkerque, on a un ICM de 127. Donc, ça veut dire qu'on est à un taux de 27 points supérieur à la mortalité observée à l'échelle nationale, donc une surmortalité. Si on regarde les chiffres, cette fois de mortalité prématurée, donc là, c'est avant 65 ans, à nouveau entre 2008 et 2011, pour le territoire du SCOT, on est à 137. Donc, à nouveau, une surmortalité extrêmement importante pour la mortalité prématurée. Donc, ces chiffres indiquent qu'on a un état de santé qui est préoccupant sur le territoire, mais sachant que cet indice de mortalité n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire, on va avoir des disparités territoriales à l'image de ce que vous pouvez voir sur la carte. Donc, une carte qui a été réalisée dans le cadre du profil environnemental réalisé par la DREAL. Et on voit effectivement qu'on a un indice comparé de mortalité qui va être plus fort sur certains territoires. Les différentes études qui ont pu être menées sur cette question-là interrogent la situation sociale et économique des populations qui expliquerait ces disparités territoriales, mais aussi d'autres problématiques, comme par exemple le recours tardif aux soins. Recours tardif aux soins, c'est tout simplement que quelqu'un de malade va attendre vraiment d'avoir un état de santé dégradé avant de consulter. Donc ces éléments-là sont des éléments qui accentuent cette mortalité. Et bien évidemment, on peut s'interroger sur la question des facteurs environnementaux et de leur impact sur la santé, même si aujourd'hui, dans la littérature, on n'a pas forcément d'éléments qui le démontrent, du moins à notre échelle. Avant d'aborder la question de la démographie médicale, je voulais vous faire un petit rappel sur ce qui a été présenté lors du précédent petit-déj, donc mardi dernier, relatif à la population. Donc c'est vrai que la situation sanitaire, elle s'inscrit dans un contexte démographique qui est assez spécifique sur le territoire, avec un vieillissement important de la population, et surtout un vieillissement qui est plus rapide qu'ailleurs. En effet, on a une diminution du nombre de jeunes. Ainsi, le nombre de jeunes de moins de 30 ans a diminué de 21% en 18 ans. On a une augmentation en parallèle du nombre de seniors. Le nombre de personnes de 60 ans et plus a augmenté de 47%. Ainsi, on peut estimer, selon les projections, qu'en 2025, les seniors seront plus nombreux que les jeunes, faisant de la zone d'emploi de Dunkerque potentiellement la zone la plus âgée du département. Donc l'augmentation du nombre de seniors associée à un état sanitaire dégradé sur le territoire, comme on l'a vu tout à l'heure avec une mortalité forte, mais du coup un état de santé global qui est plutôt préoccupant, va engendrer une hausse importante de la dépendance. Selon les projections de population, le nombre de seniors dépendants devrait augmenter de 48% entre 2007 et 2025. Donc ces éléments, il est important de les avoir en tête lorsqu'on regarde les chiffres de démographie médicale et de l'accès aux soins, surtout dans un contexte où le maintien à domicile est privilégié et donc tend à augmenter les besoins en professionnels de santé et en soins. Donc concernant les questions de démographie médicale, on a énormément de données disponibles sur cette question-là. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces données. Pour information, vous avez un site qui s'appelle Cartosanté, donc qui est un outil cartographique et statistique de données d'offres et de demandes de soins de premier recours. Donc les soins de premier recours, c'est ceux qu'on sollicite en première instance. C'est le médecin, l'infirmier, le dentiste ou le kiné. Donc initialement, ce site est destiné aux professionnels de santé qui souhaitent s'installer, mais il est intéressant parce qu'il permet d'avoir des données à l'échelle communale sur toutes les professions que je vous ai citées, donc médecins, infirmiers, dentistes, etc.
Donc, si on regarde spécifiquement la question de la situation des médecins généralistes, donc j'ai traité les données de façon différentielle entre le territoire de la CCHF et le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, sur le territoire de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, la CCHF, le nombre de médecins généralistes a augmenté de 5% en 2012 et 2019. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. On est passé de 39 praticiens en 2012 à 41 praticiens au 31 décembre 2019. Dans la même période, la part des médecins de plus de 55 ans a diminué, passant de 62% des médecins généralistes qui avaient plus de 55 ans en 2012, non, 62%, pardon, à 59 en 2019. Donc, ça veut dire que voilà, on a eu des départs à la retraite, mais pour autant, voilà, la part des médecins de plus de 55 ans, donc qui potentiellement vont bientôt partir, reste relativement limitée. Sachant que ce qui est plutôt positif, c'est qu'on a une augmentation depuis 2016 du nombre de généralistes de moins de 40 ans. On est passé de 4 praticiens de moins de 40 ans en 2016 à 11 en 2018 et puis à 10 en 2019. Donc ça veut dire qu'on a quand même sur le territoire un certain nombre de jeunes médecins qui viennent s'installer. Sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, la situation est un petit peu plus préoccupante dans le sens où le nombre de médecins généralistes a fortement diminué depuis 2012. En effet, en 2012, on avait 201 médecins et en 31 décembre 2019, on n'en avait plus que 168 médecins. Donc on est vraiment sur une forte diminution. Et sachant que la part des médecins généralistes de 55 ans et plus augmente. Donc on est toujours sur une situation préoccupante parce que potentiellement dans les années à venir, on va avoir aussi de nombreux départs à la retraite. Pour autant, on a quand même une augmentation du nombre de médecins de moins de 40 ans, qui depuis 2015 est passé de 14 praticiens en 2015 à 24 en 2018 et 23 en 2019. Donc voilà, on a quand même bien un renouvellement des médecins généralistes. Pour autant, on peut supposer qu'avec les départs en retraite, on va continuer à avoir une perte de médecins sur le territoire, encore pour quelques années, compte tenu justement des difficultés à compenser ces départs. Donc cette situation, elle n'est pas propre à notre territoire, cette situation de perte de médecins généralistes. C'est quelque chose qu'on constate à l'échelle nationale. Si on regarde la densité de médecins généralistes pour 10 000 habitants en 2019 et 2012, à l'échelle nationale, en 2019, on avait 9,5 généralistes pour 10 000 habitants. En 2012, 9,5 en 2012. En 2019, on est à 8,8. Donc une diminution, donc ça c'est à l'échelle nationale. Et sur la CCHF, on passe en 2012 de 8,4 à 7,4 en 7,7 en 2019. Et sur la communauté urbaine de Dunkerque, on était à 10 généralistes pour 10 000 habitants en 2012 et on est passé à 8,5 en 2019. Donc on a bien voilà, une diminution de cette densité, mais qui est un constat qu'on a à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale et départementale. Si on regarde maintenant la situation des infirmiers libéraux, donc de façon générale, leur nombre augmente sur le territoire, que ce soit sur la communauté urbaine de Dunkerque ou sur la CCHF. Cette augmentation s'accompagne également d'une augmentation du nombre de bénéficiaires. Dans le détail, on voit qu'on a une augmentation qui est quand même plus importante pour les bénéficiaires âgés de 60 à 74 ans. Entre 2014 et 2018, ils augmentent de 19% sur le territoire de la CUD et de 16% sur la CCHF. Parallèlement, sur la même période, c'est cette fois la moyenne du nombre d'actes par bénéficiaire de 75 ans et plus qui augmente. C'est-à-dire qu'on a l'infirmier a plus d'actes auprès des personnes de 75 ans et plus. Donc on augmente de 19% le nombre d'actes sur la CUD et de 16% sur la CCHF. Donc cette situation illustre bien les besoins en matière de soins des personnes âgées qui risquent encore plus d'augmenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, compte tenu du contexte démographique.
dans les années à venir, sachant que les chiffres que je vous présente ici ne concernent que les infirmiers libéraux et n'intègrent pas l'activité des SIAD, des services de soins infirmiers à domicile. Ça, c'est vrai que c'est une donnée qu'il faudrait qu'on puisse récupérer à l'avenir pour pouvoir avoir une vision la plus claire possible de l'intervention des infirmiers sur le territoire. Alors, par rapport à tout ce que je vous ai dit, on voit qu'il existe un certain nombre d'enjeux et d'opportunités sur le territoire en matière de santé. Il y a tout d'abord la question d'améliorer les facteurs environnementaux de santé. C'est vrai qu'on est sur un territoire qui, du fait de son histoire, de l'activité industrielle, de l'activité agricole, des infrastructures existantes, on a un certain nombre d'éléments, de nuisances qui peuvent influer négativement la santé des habitants. Parallèlement à ça, on a aussi la question des inégalités territoriales de santé. Donc c'est à la fois l'environnement, mais c'est aussi l'accès aux soins. Comment on fait pour réduire ces inégalités? Il y a évidemment la question de l'attractivité du territoire. Celle-ci, même si elle est au bénéfice de l'ensemble de la population, c'est aussi un point extrêmement important afin de favoriser l'implantation de professionnels de santé sur notre territoire. C'est que c'est un enjeu fort et sur lequel il est nécessaire de travailler. Un autre point important, c'est également de mieux comprendre la situation sanitaire des populations. Comme je l'ai dit, on a une mortalité importante, une mortalité prématurée également. Or, aujourd'hui, compte tenu des différentes études sur les facteurs environnementaux, etc., on peut supposer qu'on n'a pas forcément connaissance de tout ce qui se passe et de tous les phénomènes en cours sur le territoire qui peuvent expliquer cette situation sanitaire. Donc aujourd'hui, il existe un certain nombre de leviers que l'action publique peut saisir afin d'agir en matière de santé et de bien-être. Donc je vais vous citer notamment ceux sur lesquels la GUR est plus spécifiquement impliquée. Tout d'abord, je vais évoquer celui du plan local d'urbanisme intercommunal HD de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc qui a fait le choix, dans le cadre de ses travaux, de prendre la santé et le pan climat, air, énergie comme fil directeur du PLUI. Pour cela, donc, 3 enjeux principaux ont été identifiés: favoriser des comportements de vie sains, améliorer les facteurs environnementaux de santé et améliorer l'accès aux soins. Donc, ces 3 enjeux pouvant ensuite se décliner dans l'ensemble des différents documents du PLUI afin de tendre vers un urbanisme favorable à la santé et au bien-être. Donc, sachant qu'il y a encore des travaux qui sont en cours afin de finaliser ce document. Un deuxième levier possible, c'est le SCOT de la région Flandre-Dunkerque. En effet, dans le SCOT a été intégrée une carte de l'exposition des populations aux pollutions et nuisances, avec l'inscription dans le document d'orientation et d'objectifs du SCOT de concevoir un urbanisme favorable à la santé. Donc là, à nouveau, on est sur un levier qui a vraiment pour objectif de mieux prendre en compte les facteurs environnementaux de santé et leur impact potentiel sur la population. Mais il existe également d'autres leviers, donc sans rentrer dans les détails, je vais juste vous les citer. Donc il y a entre autres le projet de territoire de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre qui s'est penché sur la question de l'accès aux soins et le bien-être des habitants. On a aussi le contrat local de santé, le CLS, de la communauté urbaine de Dunkerque, qui est en cours de rédaction, qui travaille sur la question de l'attractivité du territoire pour les professionnels, ainsi que sur la promotion d'un environnement favorable à la santé. Et on a également donc la mise en œuvre par l'espace santé du littoral de l'Observatoire local de santé, OLS, notamment dans le cadre du projet Territoire d'innovation, donc Dunkerque Énergie Créative, sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque et de la CCHF. Donc cet observatoire ayant pour objet de mieux comprendre l'état sanitaire des populations avec un focus spécifique sur les relations entre qualité de l'air et santé. Donc on voit donc que la question relative à la santé et au bien-être est vraiment très transversale et donc les actions et les leviers de l'action publique sont extrêmement divers pour agir sur cet enjeu. Voilà.
J'ai fini, je pense que je suis à peu près dans les délais. Laurent, je